On cotise toujours pareil, toujours le même pourcentage qui part chaque mois, voire ça augmente. Et d'un coup, hop, on vous dit que bah, votre filet de sécurité, hein, toutes les protections, pour tout le pourquoi vous cotisez pour les services publics de qualité, pour la sécurité du chômage, bah, il va être un peu plus court. 3 mois de moins si vous avez moins de 55 ans, 6 mois et demi de moins si vous êtes plus vieux et que vous avez eu le malheur de partir en rupture conventionnelle à partir du 1er septembre. Donc on est passé de 24 mois à 15 mois dans la tête de beaucoup de gens. Et le mec qui le dit, il a raison sur le sentiment. On a l'impression d'avoir payé pour un service, mais qui se réduit en silence pendant qu'on regarde ailleurs. Sauf que le service, c'est pas un abonnement Netflix, c'est l'assurance chômage, celle qu'on finance tous, salariés et employeurs, depuis des décennies. Et là, on décide que pour une catégorie bien précise de rupture, bah, ça va coûter moins cher, 600 à 800 millions d'euros d'économies par an. Donc, c'est rien en plus par rapport au budget de l'État. Donc, beau chiffre, propre, comme une note de cabinet. Pendant ce temps, le chômage est remonté à 8,3%, son plus haut niveau depuis presque 7 ans. Et on a 9,8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, record depuis 30 ans. Donc, l'INSEE l'a dit cet été, sans tambour, c'est passé comme une lettre à la poste. Et le ruissellement, est-ce que vous vous souvenez, les premiers de cordée, l'idée que si on arrose bien le haut, donc de la colline, l'eau finira par descendre jusqu'en bas. 10 ans plus tard, l'eau est restée en haut, les inégalités sont plus hautes depuis 30 ans, et les aides aux entreprises, elles ont explosé. On parle de chiffres qui tournent autour de 200 milliards d'euros, selon comment on calcule. Certains 187, d'autres 211, peu importe le chiffre exact, le mouvement, il est clair. L'argent public a massivement donc basculé vers le privé. La TVA, la part qui allait donc au budget de l'État, est passé de 91% en 2018 à 45% en 2024. Donc pourquoi Donc la TVA aujourd'hui sert à compenser les exonérations de cotisations patronales. Autrement dit, on prend l'impôt le plus injuste qui soit, celui que tout le monde paie en achetant du pain ou de l'essence, et ben on l'a détourné pour financer des allègements qui n'ont pas fait baisser le chômage de façon durable. Au lieu de financer les hôpitaux, le chômage, la TVA, non, elle sert maintenant à aider les entreprises. Donc le résultat, c'est qu'on a l'hôpital qui crie, l'école qui crie, la justice qui crie, et maintenant on vient expliquer aux gens qui perdent leur boulot que leur indemnisation va être un peu moins longue parce que voyez-vous, il faut faire des économies. Donc c'est pas une contradiction, c'est le système. Et pendant qu'on discute de ça, il y a un autre truc qui se passe dans un silence assourdissant des institutions, des députés centristes qu'on envoie en mission, des missions de plus de 6 mois, pas des missions qui changent la face du pays, des missions. Et magie du code électoral, le suppléant prend le siège. Pas d'élection partielle, pas de risque de perdre une circonscription dans un contexte où la majorité est déjà fragile. De quitter l'Assemblée nationale. Alors en catimini, les trois pour la même raison, le gouvernement a renouvelé leur mission temporaire. Et vous allez voir, derrière cette notion un peu technique de mission temporaire, se cache un vrai tour de passe-passe politique. Alors, une mission temporaire, qu'est-ce que c'est ? Oui. C'est un mécanisme qui permet au gouvernement de confier à un député une tâche d'étude ou d'évaluation. Il peut alors quitter physiquement l'Assemblée tout en conservant son siège et en échange, au bout des 6 mois, il doit produire un rapport avec des propositions. Donc nos 3 députés macronistes, ils se sont vus confier chacun une mission temporaire au début de l'année. L'ancienne ministre Astrid Panosyan-Bouvet, elle travaille sur l'attractivité des investissements étrangers en France. Vous avez aussi Hervé Berville, ancien secrétaire d'État. Alors lui, il travaille sur le développement et la mobilisation du secteur financier et bancaire en Afrique. Et enfin, super intéressant. Florent Boudier, qui était quand même jusqu'il y a peu le président de la commission de loi de l'Assemblée, lui, il a une mission sur les messageries chiffrées. 3 missions temporaires de 6 mois données au début de l'année, qui devaient donc prendre fin au milieu de l'été. Eh bien, ils ont été districtement renouvelés par le gouvernement avec un intérêt majeur pour le bloc central. Dans ce cas précis, la loi prévoit que le député, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin de sa mission parlementaire. Alors, en quoi tout cela constitue finalement un véritable avantage ? Eh bien, tout simplement parce qu'en temps normal, lorsqu'un député démissionne, que ce soit pour des raisons de santé, parce qu'il cumule des mandats ou tout simplement parce qu'il n'a plus envie d'être parlementaire, eh bien, une élection législative partielle doit obligatoirement avoir lieu dans les 3 mois. Et donc, la prolongation de cette mission temporaire dont je vous parlais, c'est justement un des rares cas qui évite ces nouvelles élections si risquées pour les macronistes. On se souvient par exemple de la dernière partielle en date, c'était au début de l'année en Haute-Savoie. Eh bien, la députée LR alliée au bloc central, elle avait démissionné et c'est un candidat UDR allié au RN qui l'avait emporté. Une autre partielle avait eu lieu en janvier dans le Loiret. La députée sortante Renaissance, Stéphanie Rist, alors elle s'en était sortie, elle s'était fait réélire, mais elle avait failli être éliminée du premier tour. Ça s'était joué à 11 voix près. Pas question donc pour les macronistes de revivre des épisodes pareils, surtout à quelques mois du vote du budget qui s'annonce très tendu, alors que le bloc central n'a évidemment plus de majorité à l'Assemblée. Chaque siège compte, donc autant remplacer des députés Renaissance usés,
lassés par leur mandat, par leurs suppléants, plutôt que d'organiser de nouvelles élections. Dans cette optique, les missions temporaires sont bien pratiques. Ce que vous nous expliquez ce soir, si je comprends bien, c'est pas la première fois qu'on y est confronté, hein, en particulier concernant le gouvernement et ce que vous appeliez il y a quelques instants. Franchement, mais les règles qui régissent nos démocraties, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. C'est pire que le Monopoly. Hein. Du bloc central. Tout à fait. Alors c'est une pratique qui est vieille comme la Ve République, hein, qui n'a pas commencé avec le bloc central, puisque nos institutions, il faut le dire, c'est pas nos 3 députés discrètement remplacés par leurs suppléants qui vont créer un scandale d'État. Rien d'illégal là-dedans, mais tout de même de quoi faire souffler un petit parfum de république bananière sur la France, surtout lorsqu'on a le sentiment que les postes sont distribués moins en fonction des compétences des personnes choisies que pour les récompenser pour les services qui sont rendus au président. Alors vous qui êtes une passionnée notamment de l'univers démocratique. Voilà, donc là, c'est légal, c'est même prévu, hein. Mais c'est d'une élégance, comment on dit, de survivant. Hein. On verrouille ce qu'on peut encore verrouiller, on nomme des proches, on place, on prolonge, et on fait en sorte que le bateau ne prenne pas trop l'eau avant 2027. Hein. Donc là, on voit bien le tableau. D'un côté, on serre la vis à ceux qui cotisent et qui risquent de se retrouver dehors. Et de l'autre, on utilise des interstices du système démocratique pour que le personnel politique en place reste le plus longtemps possible aux manettes. Même quand les urnes disent autre chose. Même quand, en fait, on n'en a plus rien à foutre des gens qui votent. Et le plus beau, c'est le timing. Tout ça arrive au moment où le bilan social est en train de s'écrire en rouge vif. Pauvreté record, inégalité record, chômage qui remonte, aide massive aux entreprises qui n'ont pas tenu leurs promesses. Et maintenant, on vient taper sur la durée d'indemnisation des ruptures conventionnelles. Et pourquoi les ruptures conventionnelles spécifiquement ? C'est parce que c'est le mode de sortie le plus doux, celui où l'employeur ou le salarié se mettent d'accord, celui qui a explosé ces dernières années, celui qui permettait encore un petit coussin. Eh bien, ce coussin, on le réduit. Donc, il y en a, ils vont dire, oui, mais il y a encore des droits, mais les seniors peuvent demander une prolongation. Bah oui, mais c'est pour responsabiliser, quoi. Donc, responsabiliser qui, hein ? Celui qui se fait virer en douce parce que l'entreprise veut alléger sa masse salariale sans passer par un plan social trop visible, ou celui qui a décidé qu'après 15 ans dans la même boîte, bah, ça valait peut-être plus le coup de se faire pourrir la santé pour un salaire de merde et puis une ambiance de merde pour un salaire qui stagne. Donc, pendant ce temps, par contre, 270 milliards d'aides, eux, ça continue. Allez, hop, circuler, il n'y a rien à changer, sans condition. Il n'y a rien, sans que personne vienne expliquer pourquoi le chômage n'a pas basculé durablement. Qu'est-ce qu'ils font de ces aides-là, en fait ? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le problème n'est pas seulement le montant, c'est la direction de l'argent. On a choisi de financer massivement le capital et de demander des efforts au travail. On a choisi de protéger les positions politiques avec des missions temporaires à déplacement, tout en disant aux gens ordinaires que le temps des protections longues est fini, c'était fini. Les remboursements des médicaments, c'est fini. Et le chômage, c'est fini. Et le pire, c'est que ça marche. Alors, pas pour l'emploi, pas pour la cohésion, mais pour la continuité du pouvoir. Hein. Tant que le système institutionnel permet de prolonger et de remplacer sans élection, de nommer et de placer, on continue. Donc, et dans 6 mois, on n'en parlera plus de tout ça. Parce qu'on aura oublié, on parlera d'autre chose, d'une nouvelle polémique, d'un nouveau chiffre, d'une nouvelle mission. Mais là, le mouvement, il est bien là, il est bien en place. Hein. On réduit les droits d'un côté, on solidifie les positions de l'autre, et on appelle ça de la responsabilité. Mais moi, ce que je vois, c'est que je vois un pays qui a accepté de croire pendant 10 ans que l'eau allait descendre de la colline. Elle n'est pas descendue. Et maintenant, on demande à ceux qui sont en bas de boire moins. Et pendant qu'ils boivent moins, ceux qui sont en haut continuent de s'assurer que le robinet reste entre leurs mains. Donc, ce n'est pas une théorie du complot. Hein, c'est juste le fonctionnement normal d'un système qui a choisi ses priorités depuis longtemps. Et ces priorités, elles ne sont pas les vôtres. Donc, restez lucides. Vive la France lucide. Je vous dis à la prochaine. Ciao.